Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette masterclass. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter pour peut-être les personnes qui me connaissent moins. Mon nom est Diane Borgia. Je suis criminologue et psychothérapeute. J'ai exercé dans ma pratique clinique pendant près de 40 ans. Et sur ces 40 ans, il y a au moins une trentaine d'années là, de formations diverses. Alors, avant de vous présenter le contenu de cette masterclass d'aujourd'hui, je vais vous laisser la parole à ma collaboratrice Lucie Navarre qui va vous dire quelques mots. Alors, Lucie, à toi. Oui, bonsoir. Alors, comme j'ai mis un petit mot sur le côté, bienvenue déjà dans cette masterclass. Vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de cet événement. Et à la fin, je prendrai le temps de les poser à Diane. Donc, pas d'inquiétude, je lis et je lui donnerai effectivement les informations pour qu'elle puisse vous répondre. Et si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à les poser aussi. Et puis, si je suis à même de vous répondre, je le ferai. Sinon, ce sera pour la fin aussi. Et vous aurez de la documentation qui vous sera envoyée à la fin aussi de cette masterclass. Voilà, je vous souhaite un très beau moment et n'hésitez pas surtout si vous avez des questions. Merci Lucie. Alors, nous allons débuter cette masterclass. Ce que nous verrons aujourd'hui, en fait, comme il était annoncé, nous verrons deux points importants. Donc, d'abord, nous regarderons les pièges à éviter en psychothérapie. Puis c'est super important parce que souvent, on s'embourbe là, quand on commence à faire de la thérapie dans toutes sortes de détails inutiles. On veut bien faire, bien sûr, mais lorsque l'anxiété prend le dessus, souvent, on tombe dans différents pièges principaux là, qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Ensuite, nous verrons les émotions toxiques et la quintessence de la réalité, c'est-à-dire qu'on va voir en cours de route que oui, on travaille sur la gestion des émotions par un travail de confrontation sur les pensées, mais en bout de ligne, ce qui arrive, c'est qu'on arrive à presque mot pour mot à la même conclusion de la réalité. Et c'est ce que j'ai appelé la quintessence de la réalité. Voilà. Donc, les pièges à éviter en psychothérapie, nous allons débuter avec ce premier temps. Dans les pièges, en fait, là, j'ai relevé 6 pièges à éviter. Donc, aller trop vite, le piège numéro 1, aller trop vite à la confrontation. 2, tirer sur tout ce qui bouge. Je vais expliquer plus en détail, évidemment. En 3, on va voir le dicter quoi faire. Ça, c'est un autre piège souvent dans lequel les thérapeutes, on embarque sans même s'en rendre compte. Le 4, oublier que la réalité est neutre. Donc, ça, c'est aussi très important. Le 5, trop en faire. Et le 6, avoir des préjugés. Donc, ce sont les 6 pièges là, que nous allons regarder plus en détail. Donc, le premier piège, aller trop vite à la confrontation. C'est sûr que la confrontation, c'est utile et c'est l'objet même hein, de notre approche thérapeutique, d'aider le client à changer ses émotions en changeant la perception et l'interprétation, donc les pensées qu'il a à propos de la réalité. Donc la confrontation, oui, elle est utile, mais en même temps, la confrontation doit être bien dosée et bien préparée. Aller trop vite à la confrontation, souvent, ce que ça fait, c'est que le client va se braquer, il va se refermer, il va vouloir éviter, il va être, souvent, on va voir un malaise qui va s'installer ou il va avoir de l'opposition, carrément, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais là, ça, c'est des signes, justement, qu'on est allé trop vite dans la confrontation. Donc, pour éviter ce piège-là, mais je pense qu'il est important là, de donner de l'importance à l'alliance thérapeutique. Ça veut dire créer le lien avec le client. Donc, on aurait tendance, hein, au départ d'une démarche de thérapie d'un client, on aurait tendance justement à aller rapidement l'aider. Alors, c'est une erreur. Il faut éviter cette erreur
créer l'alliance thérapeutique avec le client qui peut prendre 2, 3 rencontres, dépendant de la personnalité du client, évidemment, la personnalité du thérapeute aussi. Et pour ce faire, moi, j'invite souvent à utiliser davantage à cette période de création de l'alliance, d'utiliser les techniques là, de base, hein, le reflet, la reformulation et la validation aussi de l'émotion. Lorsque des émotions sont nommées, c'est intéressant dans cette partie-là d'aller mettre le mot. Est-ce que tu ressentirais de la culpabilité? Oh, est-ce possible que tu as de l'anxiété vécue en ce moment, etc., etc. Donc, ça permet à ce moment-là, en même temps, d'aider le client à identifier ses émotions, mais surtout à créer le lien ou l'alliance thérapeutique. Donc, en exemple, je donne souvent le client qui minimise ses comportements autodestructeurs. Donc, quelqu'un qui mange à outre mesure ou quelqu'un qui va boire ou qui va avoir des comportements dans lesquels, justement, il s'enlise. Bien, plutôt que de confronter directement soit les conséquences ou même d'aller regarder les pensées derrière l'émotion et le comportement, à ce moment-là, c'est davantage de donner le temps d'explorer les émotions. Alors, exemple, on pourrait dire au client, bon, comment tu te sens après avoir eu un comportement destructeur? Comment tu te sens lorsque tu as trop bu? Ou qu'est-ce que tu ressens lorsque tu as engueulé ta femme? Exemple. Donc, on voit petit à petit que là, ça permet à l'individu, un, de comprendre qu'on le comprend, deux, d'identifier ses émotions avant de passer à la confrontation. Donc, je rappelle, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire et on les reprendra à la fin de la présentation. Donc, pour le deuxième, tirer sur tout ce qui bouge. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, plus on pratique avec l'approche émotivo-rationnelle, plus on devient soi-même plus en contact avec la réalité. Et on voit passer rapidement les pensées irréalistes qui sont émises par le client ou la cliente. Donc, puis vous devez faire sûrement pareil lorsque vous écoutez la télévision ou la radio, où vous entendez parler quelqu'un et qu'utilise justement des termes irréalistes, qui ont des faussetés dans leur façon d'interpréter les choses. Mais à ce moment-là, en début de démarche, c'est sûr qu'on a tendance à tirer sur tout ce qui bouge, c'est-à-dire à la moindre pensée irréaliste, on aurait tendance à renoter la pensée, la relever pour la confronter avec le client. Alors, je pense que c'est un piège à éviter et je dis souvent, ne pas courir après les petites souris, mais davantage attendre l'éléphant qui se présente. Donc, en laissant passer les petites pensées irréalistes, à un moment donné, on se rend compte que, oh, le client, à ce moment-là, va parler dans des détails, exemple de son travail, puis il va revenir constamment à des détails concernant sa relation avec sa mère. Bien là, ça serait peut-être le temps d'approfondir par rapport à, bon, tu parles souvent de la relation avec ta mère à travers ton récit aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta relation avec ta mère? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à elle? Est-ce que tu vis des difficultés par rapport? Et là, on va aller voir petit à petit, amener l'individu, OK, à aller au cœur du problème. Et ça, ça va être davantage aidant que de reprendre coup sur coup chacun des petits détails des pensées irréalistes que le client a pu avoir au cours des premières minutes de sa consultation. Troisième élément,
dicter quoi faire. Sûrement que vous entendez vous-même vos clients qui arrivent en consultation puis qui mentionnent, exemple, ben telle personne m'a suggéré ou m'a dit que je serais mieux de me séparer, je serais mieux de rompre la relation avec ma mère, je serais mieux de l'éviter. Alors, souvent, on entend des personnes dire qu'ils ont eu des recommandations ou on leur a dicté quoi faire. Je pense que c'est tout à fait à éviter, surtout dans une approche de gestion des émotions où notre travail, c'est d'aider le client, un, à identifier ses émotions, deux, à les gérer pour avoir des comportements. Donc, le thérapeute est un facilitateur de changement et non pas un dictateur et non pas une personne qui recommande de faire ceci ou cela. Donc, on va davantage aller vers l'émotion. Qu'est-ce que tu ressens dans cette situation? On va encourager l'autonomie, la responsabilisation et c'est là qu'on va souvent, au lieu de dicter, on va proposer à l'individu de faire, exemple, une liste d'avantages et d'inconvénients par rapport à la décision qu'il a à prendre. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais je ne sais pas trop. OK, très bien. Mais si tu faisais justement une liste d'avantages, inconvénients, donc les avantages et inconvénients de faire ce que tu veux faire, mais en le mettant par écrit, ça va être plus clair dans ton esprit et ça va faciliter ta décision. Parce que moi, je dis souvent à mes clients, c'est pas moi qui va supporter les conséquences de tes choix, c'est toi. Donc, tu as avantage justement à regarder quels sont ses avantages et ses inconvénients. Donc, plutôt de dire tu devrais quitter ton emploi, ben, on va explorer les émotions du client dans sa situation. La même chose hein, au niveau des travaux, des exercices. Souvent, j'entends des psychothérapeutes dire ben là, j'ai dit à mon client de faire tel exercice. Non, non, non. C'est je te propose, hein? C'est pas j'aimerais que tu fasses. C'est pas à moi. Moi, là, ça n'a pas d'importance pour moi. Mais toi, si tu veux améliorer telle ou telle chose, je te suggère, je t'invite à. Alors, ça, c'est la meilleure façon de faire. Alors, passons maintenant. Numéro 4, justement, des pièges à éviter, qui est oublier la réalité. Hein, que la réalité, en fait, elle est neutre. Alors, c'est souvent, je répète, hein, la réalité, ce qui est, n'a ni saveur, ni odeur, ni couleur. Donc, la réalité, elle est neutre et c'est nous-mêmes qui, à travers nos filtres, hein, on donne justement une saveur ou une odeur ou une couleur à la réalité. Donc, de par le fait la réalité, c'est une occasion neutre, je le rappelle, et que les pensées qui surgissent automatiquement à propos de la pensée neutre vont, elles, causer l'émotion qui va entraîner le comportement. Donc, on rappelle, hein, ça c'est souvent rappelé au client, l'occasion est neutre, ça ne lui cause pas d'émotion. C'est difficile à accepter ce fait-là quand, pendant des années, on a entendu tu me fais de la peine ou tu me déplais ou tu me mets en colère, alors que c'est faux, hein, c'est soi-même. Donc, travailler sur les distorsions cognitives pour gérer les émotions, bien, à ce moment-là, c'est de les ramener à la réalité neutre. Donc, exemple, un client qui pense qu'un de ses collègues le déteste, ben, on peut juste lui rappeler que d'une part, même si c'était vrai, que la situation est neutre, hein, et que lui, c'est sa façon d'interpréter ce que fait son collègue, ses pensées qui vont être la cause de ses émotions. Donc, voilà pour le numéro 4. Numéro 5. Le numéro 5, c'est trop en faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, souvent, quand on débute en psychothérapie, souvent dans les premières années, on veut aller vite, on veut que le client se rétablisse, on veut souvent plus que le client lui-même en demande. Donc,
c'est difficile de se ralentir, de respecter le rythme du client et ça s'apprend. Il faut vraiment se rasseoir dans son siège de thérapeute et d'être en mesure de dire: «Hey, c'est pas ma vie là, c'est sa vie, c'est la vie du client». Donc, reprendre la position du thérapeute, OK? Idéal que j'ai souvent, c'est un pas devant le client, un pas derrière le client et un pas à côté du client. Donc, le pas en avant, c'est je sais ce qui cause les problèmes émotionnels de mon client. Fait que je suis un pas en avant. J'en connais un peu plus que lui, en tout cas, je l'espère. Le pas derrière, ben, c'est celui de l'encouragement, pas le pousser là, pour qu'il tombe, mais vraiment l'encourager. Et le pas de côté, ben, c'est qu'il sente que tu es allié avec lui dans sa démarche. Donc, c'est ça, respecter le rythme du client. Et souvent, le fait de ne pas respecter le rythme du client, ben, ça risque un surinvestissement thérapeutique, de la fatigue inutile chez le thérapeute et souvent, ben, ça détruit un petit peu la relation avec le client. Donc, le thérapeute, en exemple, qui propose des exercices, puis qui voit que le client ne les fait pas de semaine en semaine. Ben, c'est peut-être temps là, de s'asseoir et de dire, bon, écoute, je vois que tu n'as pas fait tes exercices proposés la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons? Et là, d'aller voir, hein, qu'est-ce qui se passe en dessous de ça, puis se mettre au même rythme du client. Peut-être qu'il n'est pas intéressé, peut-être qu'on a bifurqué, qu'on n'est pas allé dans l'essentiel de sa demande. Donc, voilà, c'est important là, de regarder plus en détail, les attentes du client et de remettre en question justement, est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que je ne suis pas en train de trop en faire plus que ce que le client en demande? Voilà, j'espère que ces explications sont claires pour vous. Alors, ça nous amène à ce moment-ci au sixième piège à éviter. Et c'est un piège qui est très répandu et qu'on a un travail personnel à faire en tant que thérapeute, c'est bien sûr ce sixième piège-là qui est d'avoir des préjugés, d'être aux prises avec des préjugés, OK, qui peuvent nuire justement à la relation thérapeutique. Donc, avoir des préjugés et le contre-transfert, parce que c'est deux notions. Quand le client remet ses émotions sur soi, c'est le transfert. Puis le contre-transfert, c'est quand nous-mêmes, on commence à ressentir des émotions à propos de ce qui se passe en thérapie avec le client. Donc, les notions de base, mais c'est les biais thérapeutiques et les émotions du thérapeute peuvent définitivement nuire à la relation thérapeutique. Donc, c'est important là, de travailler à s'auto-observer en tant que thérapeute. Prendre le temps de comment je me suis sentie moi dans cette dernière session. Quelle pensée j'ai eue lorsque mon client, m'a mentionné telle ou telle, chose de sa vie privée? Comment je me suis sentie? Quelle idée m'est venue en tête? Donc si on est aux prises soi-même avec des pensées, des jugements, des préjugés, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un travail à faire en supervision. Un travail après l'auto-observation, beh, la supervision pour travailler justement sur nos représentations mentales, travailler sur nos propres jugements, travailler sur nos émotions aussi qui peuvent être présentes lors des thérapies, parce qu'il reste qu'on est des êtres humains. Avant d'en arriver à un détachement complet, puis je dis complet, c'est jamais complet à 100 vous me comprendrez bien, mais avant d'en arriver à un détachement, souvent ça prend des années de travail parce que souvent, les situations vécues par nos clients vont être pour nous des occasions d'émotion. Parce que si on a des biais, parce qu'on a certains éléments de notre vie passée qu'on n'a pas travaillé, les émotions qui y sont rattachées,
bien, sans s'en rendre compte, ces émotions-là vont refaire surface. Et on a beau juste essayer de ravaler ou de mettre ça de côté, mais je pense qu'il faut faire un travail plus en profondeur lorsqu'on se rend compte qu'on a eu, et c'est là souvent qu'on va dicter au client quoi faire, parce que là, à ce moment-là, c'est l'émotion qu'on ressent qui va nous pousser à rentrer dans le piège de dicter à l'autre ou faire à sa place. Donc, il est important à ce moment-là de faire du travail de supervision, de travailler sur ses propres émotions, de faire des confrontations écrites. Et ça va nous permettre d'améliorer notre capacité émotionnelle pour éviter le piège numéro 6, qui est le piège des préjugés. Donc, un thérapeute, exemple, qui croit que les jeunes, parce qu'il est jeune, il ne devrait pas être dépressif. Hein? Et on risque à ce moment-là de minimiser sa souffrance. Ou un autre exemple, un thérapeute qui ressent de l'impatience ou de la culpabilité face à l'inertie du client. Donc, ça, c'est un exemple que plusieurs vivent en situation thérapeutique, mais qu'on peut éviter en étant conscient soi-même en tant que thérapeute, qu'on a un travail personnel à faire pour en arriver à se libérer le plus possible de ces émotions qui peuvent nuire et être un piège dans la thérapie avec notre client. Nous allons passer maintenant aux 5 émotions toxiques et qui est la quintessence de la réalité. Alors, en fait, comme vous le savez, dans la formation Initiation 1, on explique justement la chine des émotions, hein, les 5 émotions toxiques. Et ces 5 émotions-là sont des émotions qui sont très fréquemment vécues, ressenties par nos clients. À force de faire du travail de confrontation avec le client, mais ça nous aide nous-mêmes, bien sûr. Puis ce travail-là, on se rend compte qu'à la fin, on arrive sensiblement aux mêmes notions finales. Et c'est ça que j'ai appelé la quintessence du réalisme. Donc, on a l'émotion d'anxiété que nous allons voir, la culpabilité, nous allons voir la quintessence pour l'hostilité et la révolte, parce que souvent, quand on explique l'Achille, hein, c'est important lorsqu'on parle de H, hostilité, ne pas oublier hostilité et révolte qui vont ensemble. Ensuite, on a l'infériorité et la dévalorisation, qui sont 2 émotions dans la famille de l'infériorité, et le découragement. On oublie pas aussi la tristesse, même si ce n'est pas une émotion toxique. Donc, allons-y avec chacune des émotions et la quintessence. Donc, pour l'anxiété, bien sûr, comme on travaille à l'anxiété, on va travailler d'abord et avant tout, et très souvent, c'est suffisant, de travailler sur les pensées qui causent les peurs. Donc, si on travaille sur la pensée qui cause la peur, on en arrive en bout de ligne à la réalité que la situation peut être ennuyeuse, désagréable, mais nullement dangereuse. Donc, le mot-clé ou la quintessence, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dangereux. Voyez-vous? Donc, ça nous permet à ce moment-là, rapidement, d'aider le client dans cette mot-clé. Moi, je vous dis, attendez, là, donnez pas les phrases clés au début de la démarche. Mais là, lorsque le client aura fait plusieurs pratiques de confrontation sur l'émotion, mais là, vous pourrez arriver avec votre phrase clé, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dangereux. Donc, c'est sûr qu'avant d'arriver là, hein, on a distingué, hein, les dangers des risques possibles. Parce qu'on sait que dans la réalité, le mot danger n'existe pas. Le mot danger, c'est une opinion sur la réalité. On croit que ceci est dangereux, hein. Alors que ce qui existe, ce sont des risques potentiels qu'une situation arrive.
Donc, du moment où on ne veut pas qu'une situation arrive, on va catégoriser ou on va mettre la pensée «ceci est dangereux», alors que c'est faux. Et puis, on va plutôt travailler sur les risques. Oui, il y a des risques possibles que ça arrive, mais même si ceci arrive, ça serait ennuyeux, mais nullement dangereux. Voyez-vous? Le travail aussi sur les pensées, souvent qu'on oublie de travailler sur les pensées catastrophiques, là. C'est inimaginable, c'est impossible à vivre, c'est je vais en mourir. Donc, ces pensées-là, c'est important d'aller au bout en dire, et oui, et si ça arrive, est-ce que c'est une vraie catastrophe? Est-ce que tu vas survivre? Est-ce que les catastrophes existent? Encore là, hein? Une catastrophe, c'est un mot, c'est une opinion qu'on ajoute à la réalité neutre d'une situation qui ne nous plaît pas. Un autre élément aussi au niveau de l'anxiété, c'est de travailler à réduire les faux besoins. Donc, hein, on sait que dans les besoins, il y a des besoins réels, mais il y a des faux besoins. Et un besoin, je rappelle qu'un besoin, on va l'évaluer en fonction de quoi? On va évaluer si c'est un vrai besoin en fonction de l'objectif à atteindre. Et ce n'est qu'en trouvant un objectif à atteindre que là, on va pouvoir définir si c'est un moyen essentiel, donc un besoin pour atteindre l'objectif, ou si ce n'est pas un moyen essentiel et unique pour atteindre l'objectif, à ce moment-là, c'est un faux besoin et on devrait utiliser le mot désir, effectivement. Donc, en exemple, pour l'anxiété, une personne qui vit de la crainte ou de l'anxiété de parler en public. Donc, on va identifier avec lui qu'est-ce qu'il trouve comme étant dangereux dans la situation. Bon, on va rire de moi. Bon, et si on rit de toi, en quoi ceci est dangereux? Bien, je vais être mal à l'aise, OK? Et si tu es mal à l'aise, en quoi ceci est dangereux? Et là, le client finit par dire: «Ouais, dans le fond, c'est pas dangereux, mais c'est vraiment difficile». Ah, tu vois, donc c'est difficile, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dangereux. Voyez-vous? Donc, là, je l'ai fait rapidement, évidemment que lorsqu'on travaille en thérapie, souvent ça prend plus de temps, plus de questionnements, il faut respecter le rythme du client. Mais d'une façon abrégée, on en arrive justement à la quintessence pour régler le problème d'anxiété. Donc, on se souvient, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dangereux. Passons à la prochaine. Alors, on va voir maintenant la culpabilité. Hein? La culpabilité, hein, on se rappelle, hein, c'est j'aurais dû faire autrement, je n'aurais pas dû. Hein, l'espèce de devoir, d'obligation ultime, qu'on aurait dû faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Hein. Fait que c'est sûr qu'en confrontant, on va demander au client comment tu aurais pu faire quelque chose que tu n'as pas fait. Oui, mais j'aurais pu le faire. Oui, oui, mais regarde, est-ce que tu l'as fait? Non. Donc, comment tu aurais pu faire quelque chose que tu n'as pas fait? Donc, c'était impossible de faire ce que tu n'as pas fait. Voyez-vous, pour aider le client, on va aller souvent aussi travailler avec l'entonnoir de l'action humaine qu'on retrouve hein, dans la formation niveau 1. L'entonnoir qui dit avec les pensées que j'ai, les pensées se discriminent l'une et l'autre et on arrive avec une pensée finale. La pensée finale, c'est je fais ou je ne fais pas. Et avec la pensée je ne fais pas, je ne peux pas dire après coup, j'aurais dû le faire. Non, avec la pensée du moment, il m'était impossible de faire autrement. Et c'est pour ça que la phrase clé, il m'était tout à fait impossible de faire autrement, c'est la quintessence en relation avec la culpabilité. Donc, une mère qui se culpabilise de travailler au lieu de rester à la maison avec ses enfants, elle se dit, je devrais, hein, je devrais. Là, on va parler du présent. Je devrais rester à la maison. Dans les faits, je devrais le faire. Et là, à ce moment-là, on ne dira pas il est impossible d'agir autrement, mais on pourrait demander
dans le moment présent, est-ce qu'avec l'idée que c'est mieux pour toi de travailler, est-ce qu'avec cette même pensée, il t'est possible de ne pas aller travailler? Alors, si tu trouves plus avantageux d'aller travailler, c'est sûr que tu vas aller travailler au lieu de t'occuper de tes enfants. Donc, avec l'idée que j'ai en ce moment, il m'est tout à fait impossible d'agir autrement. Donc, au lieu de le mettre au passé, on va mettre la phrase clé au présent. Il m'est tout à fait impossible de faire autrement. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, passons maintenant à la prochaine émotion, qui est l'émotion d'hostilité. L'hostilité, hein, on rappelle, hein, l'hostilité, c'est l'émotion par rapport aux personnes et non pas par rapport aux événements ou aux choses. Je ressens de l'hostilité par rapport aux personnes. La personne, elle a fait une chose, OK, et je n'aime pas. Donc, je ressens de l'hostilité par rapport à la personne. Alors, c'est souvent, je vais dire, elle n'aurait pas dû agir autrement. Elle n'aurait pas dû faire ça. Mais la pensée, c'est même si je n'aime pas ça, c'est comme ça. Rappelons-nous la culpabilité. Il m'était impossible d'agir autrement. Bien, si ce qui est bon pour Pierre est bon pour Paul, c'est-à-dire que lui-même, l'autre personne, ça lui est impossible d'agir autrement. Donc, quand on en revient au réalisme, bien, c'est même si je n'aime pas ça, bien, c'est comme ça. C'est ça la réalité. Il faut faire une distinction entre l'acceptation et la résignation. Le client nous demande, ouais, mais là, c'est l'idée que je me résigne. Non, non. Accepter, c'est comme ça. La résignation, c'est ça devrait pas être comme ça, mais je peux pas rien y faire. C'est faux. Je peux agir. Je vais gérer mon hostilité. Je vais être dans l'acceptation et rien ne m'empêche par la suite de dire à l'autre personne, regarde, je n'ai pas aimé ça quand tu as parlé de cette manière. J'aimerais ça qu'à l'avenir, ça soit autrement. Donc, c'est pas parce qu'on est dans l'acceptation qu'on va se la fermer, comme je dis souvent. On peut ne pas se résigner, on accepte et on agit. Il faut faire la distinction aussi entre la frustration et l'hostilité. Souvent, les gens vont dire, je suis frustré. Je les reprends. La frustration, on se rappelle, n'est pas une émotion. C'est un état de fait. C'est une situation que je n'aime pas. Donc, c'est ça la phrase clé. Je n'aime pas ça. C'est la frustration. Je n'aime pas la situation. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc, en exemple, un client, un collègue là, qui, au travail, est souvent en colère, hein, parce que les autres, ils ne font pas ce qu'ils veulent quand lui il désire, quand lui il pense que c'est mieux. Alors, travailler avec le client, ce qui développe son affirmation de soi, à mettre ses limites, mais d'abord et avant tout, évidemment, travailler sur l'émotion d'hostilité. Parce que si on ne travaille pas à réduire l'hostilité, le client risque justement de se retrouver avec une émotion intense et là, ce ne sera pas de l'affirmation de soi positive, là. Ça risque d'être vraiment de l'agressivité. Donc, c'est important de travailler à gérer l'émotion avant de passer au comportement. On se rappelle que dans l'hostilité, il y a l'émotion de révolte qu'on travaille souvent concomitant avec l'hostilité. Donc, la révolte, contrairement à l'hostilité, la révolte, c'est vis-à-vis des choses, la situation, hein, l'injustice, ça ne devrait pas arriver. Les accidents ne devraient pas arriver. La guerre ne devrait pas arriver. Alors que la révolte, c'est vis-à-vis justement des situations qu'on trouve injustes, qu'on trouve inacceptables. Alors, la phrase clé, c'est s'il y a un accident, s'il y a eu une guerre, s'il y a eu des éléments qui nous déplaisent, mais la réalité, c'est que c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que j'aime ça, mais c'est comme ça.
Donc, la réalité est neutre. C'est comme ça. Souvent, on a de la résistance par rapport au réel. On a des deuils à faire par rapport à nos idéaux. Hein. On pense que ça serait mieux autrement. Mais est-ce qu'on a la certitude? Est-ce qu'on a vécu suffisamment de vie pour se permettre de dire ce qui aurait été mieux dans telle ou telle circonstance? Souvent, je dis à mes clients, on a tendance à se prendre pour des petits dieux en disant, bien, ceci n'aurait pas dû arriver, ceci ne devrait pas arriver, au lieu d'accepter. C'est comme ça, mais encore là, travailler sur l'acceptation ne veut pas dire ne rien faire. Je peux travailler pour éviter que la situation se reproduise. Si je peux le faire, c'est à moi. Si je peux et veux le faire, parce que des fois, on peut, mais on ne veut pas. Des fois, on veut, mais on ne peut pas. Donc, il faut faire la distinction entre les deux lorsqu'on travaille avec la révolte. Refuser une séparation, ben, ça ne veut pas dire que je vais l'accepter en rigolant. Non, non. Je peux dire, je vais accepter la séparation maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Alors, j'évalue les avantages et les inconvénients de le faire. Je ne peux rien faire. Tout ce qui me reste à faire à ce moment-là, c'est accepter que c'est comme ça. Donc, travailler sur cette émotion d'acceptation. On arrive à l'autre émotion, qui est l'émotion d'infériorité. Hein, on se rappelle que l'émotion d'infériorité, elle est causée par une pensée sur le être, le je suis. Hein. C'est contrairement à la dévalorisation. Hein. La dévalorisation, c'est vraiment on travaille sur la valeur humaine. Souvent, les thérapeutes mêlent ces deux émotions-là, mais elles n'ont pas les mêmes phrases, la même pensée à la base de l'une et de l'autre de ces deux émotions. Et c'est important de les distinguer, de ne pas les laisser ensemble. Donc, si on travaille sur l'infériorité, à ce moment-là, on va travailler sur je suis ou je ne suis pas. Alors, les phrases vont souvent comprendre je suis nul. Je ne suis pas intelligent. Je suis, et là, on va dire, je suis moins bon que l'autre. L'infériorité, c'est toujours une comparaison. Quand je dis je suis nul, on se rappelle pour la confrontation, c'est dire, si c'est vrai que je suis complètement nul, il faut que ça soit vrai 24 heures sur 24, 365 jours par année, dans tous les domaines de ta vie. Tu es nul. Ah ben non, je suis bon en dessin. Mais non, tu ne peux pas être nul. Si tu es nul, c'est 100% de ta personne qui est nulle. Elle ne peut pas ne pas être nulle si elle est nulle. Donc, c'est là que les gens ont de la difficulté à comprendre que le je suis, c'est je parle de ma personne au complet. Je suis entièrement, totalement, globalement un être humain. Est-ce que ça, c'est vrai? 365 jours par année, 24 heures sur 24, dans tous les domaines de ma vie, totalement, globalement, entièrement? Oui, je suis un être humain. Donc, si je ne peux pas utiliser ces évaluations-là entièrement, totalement, globalement, tout le temps, bien, ça veut dire que le je suis n'est pas vrai. Donc, on va reprendre en disant, je ne suis pas nul, mais ce que j'ai fait est peut-être nul ou médiocre ou pas intéressant. Voyez-vous? Donc, on va dire, on va remplacer la phrase par je suis nul par la phrase clé, je ne suis pas ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'on a amené l'individu à faire la distinction entre être, faire et avoir. Dans l'être, c'est 24 heures sur 24, entièrement, globalement, tout le temps. Le faire, c'est de temps en temps. Et l'avoir, ben, je peux avoir un jour puis ne pas avoir le lendemain.
Donc, quand on fait cette distinction-là entre l'être, le faire et l'avoir, c'est plus facile à ce moment-là d'accepter que je ne suis pas ce que je fais, ou on pourrait rajouter, je ne suis pas ce que j'ai. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une fortune que je suis riche. Voyez-vous? Donc, c'est important, là. Donc, l'étudiant qui échoue un examen, qui se traite d'imbécile et d'idiot, ben, on l'amènera à dire, ben, je ne suis pas idiot, je suis un être humain qui a échoué mon examen. Donc, comme je ne suis pas ce que je fais, cela ne change en rien la personne que je suis. Donc, ça aide le client, encore une fois, à accepter qu'il est un être humain qui, de temps en temps, fait des mauvais coups. Voilà pour l'infériorité. Passons maintenant à la dévalorisation. Donc, la dévalorisation est une autre émotion intense ressentie par beaucoup de nos clients et on va la travailler en particulier. Pourquoi? Parce que la dévalorisation, c'est vraiment en relation avec la valeur qu'on se donne. Hein? Je rappelle que la valeur humaine est une question d'opinion et non pas un fait. Je pense que j'ai de la valeur. Dans les faits, ben, on n'en a pas de valeur. C'est une opinion. Donc, si une personne dit: «Ah ben moi, je veux travailler sur mon estime de soi», bien encore là, hein, l'estime de soi, c'est une estimation égale évaluation, évaluation égale valeur. Fait que si je crois que j'ai de l'estime de moi-même ou je veux renforcer mon estime de moi, bien là, je tombe dans le piège justement de ce que j'appelle le Titanic en puissance, c'est-à-dire celui où on croit qu'on a de la valeur et que là, on veut justement maintenir cette valeur ou l'augmenter. Alors, c'est une pensée fausse. Alors, revenons à la réalité. On est tous des êtres humains, on est tous différents, on n'a pas de valeur. Donc, la phrase clé, c'est je suis qui je suis sans valeur aucune. Hein? L'exemple de la personne qui sent moins valable parce qu'elle ne correspond pas aux standards sociaux, puis Dieu sait qu'il y a différents standards actuellement. Les standards ont changé énormément ces dernières années et que la personne se croit moins valable parce qu'elle ne répond pas à certains standards. Alors, c'est d'amener l'individu à prendre conscience que dans les faits, peu importe ses différences, il demeure un être humain dont les caractéristiques peuvent déplaire à d'autres personnes, mais que dans le fond, la personne, elle est ce qu'elle est et sans valeur aucune. Donc, la petite phrase clé, je suis qui je suis sans valeur aucune. Donc, passons maintenant à notre découragement. Hein, le découragement qu'on retrouve très souvent chez des personnes qui sont souvent perfectionnistes, qui veulent atteindre leur but, qui veulent bien faire. Donc, ce découragement-là est très présent. Et quand on fait le travail sur le découragement, on va aider l'individu à rechercher tous les mots-clés du toujours, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire, ça ne marche jamais, ça n'a jamais marché. Donc, les tout, toujours, jamais, rien, pas font partie du vocabulaire de la personne qui ressent du découragement. Donc, d'abord, dans un premier temps, dans la confrontation, on va s'attarder à l'aider à identifier justement ces adverbes que la personne utilise qui amène son découragement. Donc, le tout, le toujours, le rien, le pas, on va le travailler. Est-ce que c'est vrai que c'est toujours pareil? Ben non, des fois, c'est différent. Est-ce que tu peux prouver que ça ne fonctionnera pas? Ben non, je n'ai pas de boule de cristal pour demain. Donc, voyez-vous, on va d'abord s'attarder à, à remettre ces adverbes selon la réalité et à la fin, avec les phrases clés, ça va être mais-y du mais. Donc, ça veut dire quoi? Bien, prendre des bons moyens, mettre les efforts et se donner du temps
pour arriver à atteindre ses objectifs. Donc, tu vas inviter le client à travailler sur des petits pas, développer sa persévérance. Et c'est pour ça que les contrats qu'on invite le client à rédiger pour lui-même, par lui-même, où il va prendre les bons moyens, va mettre les efforts, se donner du temps avec des dates réalistes, bien, ça va l'aider à persévérer dans ses changements. Pour un client qui abandonne rapidement ses objectifs, on peut revaloriser ses efforts, mais on peut aussi l'amener à revoir les avantages qu'il a d'atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Et quand on a bien en tête les avantages de faire quelque chose, bien, ça augmente notre motivation pour arriver à le faire. Donc, c'est une autre façon d'encourager, de valoriser les efforts. Et à ce moment-là, le client peut être plus enclin à avancer dans sa démarche. Mais encore là, il ne faut pas tomber dans le piège de trop vouloir pour le client. On se répète. Donc, voilà pourquoi les deux thèmes sont importants des liés un à l'autre. On arrive en fin de compte à une émotion qui n'est pas effectivement une émotion toxique, mais qu'on peut tout de même travailler lorsque l'émotion est trop intense. Et c'est l'émotion de tristesse. À la phrase clé, on arrive à la fin, lorsqu'on a vraiment travaillé à réduire la tristesse, c'est zut alors. Bonne ou mauvaise affaire, on ne le saura jamais. Pourquoi? Parce que dans les faits, quand je dis ceci est une mauvaise affaire pour moi, il ne faut pas oublier hein, que la mauvaise affaire, c'est mon interprétation de la réalité. Donc, c'est mon opinion sur la réalité. Et quand je crois qu'une chose est mauvaise une journée, je peux me rendre compte quelque temps plus tard que finalement, c'est pas si pire que ça, ou c'est même mieux que ce que je croyais. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui amène la pensée réaliste, c'est on ne le saura jamais si c'est une bonne ou mauvaise affaire. Rappelez-vous, dans la formation où je donne l'exemple de mémoire, je donne l'exemple du type qui prend l'avion pour l'Europe. Il ne prend pas l'avion finalement et l'avion crash et on lui annonce qu'il a un cancer. Finalement, on s'est trompé, ce n'est pas lui qui a le cancer, etc. Donc, il est passé de bonne à mauvaise affaire, bonne à mauvaise affaire. Alors, pour revenir à la réalité, je peux dire zut alors. Pour le moment, c'est oui, je suis déçue, j'aime pas ça, mais est-ce vraiment une mauvaise affaire ou une bonne affaire? Je ne le saurais pas. Donc, accueillir la tristesse sans jugement, mais sans en rajouter aussi. Donc, lorsqu'on vit un deuil ou une perte, mais encore là, l'évaluation des avantages et des inconvénients perçus de la situation aujourd'hui et surtout ne pas amplifier les inconvénients. Parce que souvent, le client traîne une grande tristesse là, à 10 sur 10. À ce moment-là, sûrement qu'il amplifie les inconvénients et qu'il n'est pas en mesure de voir les avantages liés à cette relation-là. Et on en arrive éventuellement à accepter. Ben oui, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Attendons, nous verrons. D'accord? Donc, on arrive dans le fond à tout ça après quelques années de pratique. J'ai réalisé en fin de compte que chacune des émotions, lorsque les pensées de ces émotions-là sont confrontées, à chacune des confrontations, on peut en arriver finalement à une chose qui est acceptation. Accepter ce qui est. Encore une fois, l'acceptation n'est pas de la résignation. L'acceptation n'est pas j'aime ça. L'acceptation, c'est comme ça. Donc, quand on arrive à l'acceptation des choses, d'abord, l'acceptation est possible totalement et entièrement. Je peux m'accepter totalement, mais je ne peux pas m'aimer totalement.
Je peux accepter les autres totalement, mais sans aimer tout leur comportement ou toutes leurs caractéristiques propres. Je peux accepter une situation, même si je la trouve, hein, je peux la trouver dommageable, difficile, pénible, mais je peux tout de même l'accepter. Alors, c'est pour ça que je dis que la quintessence des quintessences de pensée réaliste, ça nous amène à acceptation. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vais vous dire un gros merci, mais avant, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a 3 questions. Alors, Oui, c'est en lien avec les 6 pièges à éviter dont tu as parlé. oui. Donc, la première, c'est selon vos expériences, comment reconnaître qu'on est en train de tomber dans l'un de ces pièges pendant une séance? Mm. Des fois, on ne s'en rend pas compte, je dirais. Emmanuel, je pense. Des Oui, fois, on ne s'en rend pas compte qu'on est dans ce piège-là. Et c'est pour ça que c'est utile de faire partie de groupes de soutien ou de faire de la supervision, parce que, ou même si votre client est en accord, de vous filmer ou de vous enregistrer à ce moment-là pour vous réécouter. Mais je dirais que une des façons de reconnaître qu'on est peut-être dans un ou l'autre de ces pièges, c'est d'aller voir comment je me sens, moi, dans la relation. Si je sens qu'il y a de la résistance, si je sens qu'il y a une émotion qui se présente, si je ne suis pas dans l'acceptation, dans la paix, dans la tranquillité, bien à ce moment-là, il est fort probable que je risque de tomber dans un des pièges. La deuxième question? oui, c'est est-ce qu'un thérapeute peut utiliser l'expérience d'un de ces pièges comme outil d'apprentissage dans sa supervision clinique? Je comprends pas tellement bien. Est-ce qu'un thérapeute peut utiliser l'expérience de ces pièges comme outil d'apprentissage? Bien, en fait, s'il garde en tête l'un ou l'autre de ces pièges-là, puis qu'il les comprend bien sûr que ça peut l'aider à les éviter, parce que souvent, on ne les comprend pas, ces pièges-là. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette masterclass sur ces pièges-là. Mais souvent, on ne les comprend pas, on ne les connaît pas, on ne les reconnaît pas. Mais déjà, si on est capable de les reconnaître, bien là, à ce moment-là, ça peut nous aider dans notre apprentissage. On peut en parler aussi à un superviseur, de dire, bien, je suis tombée dans tel piège ou je crois que, est-ce qu'on peut évaluer ça? Donc oui, effectivement, on peut s'en servir comme apprentissage. Et la troisième question? Oui, si on se rend compte après la séance qu'on est tombé dans un de ces 6 pièges, que recommandez-vous de faire concrètement pour réparer ou ajuster la démarche avec le client? Bon, c'est vraiment du cas par cas, parce que des fois, en tout cas, il ne faut pas tomber dans le piège de ressasser non plus toutes nos sessions, puis là, on va vivre 24 heures sur 24 en session thérapeutique. Je pense que c'est pas à faire. C'est pour ça que des moments de supervision ou d'auto-évaluation, c'est utile. On se réserve un temps X. Si on se rend compte effectivement qu'il y a eu on est tombé dans un des pièges, mais on peut regarder, on peut aller tenter d'évaluer si le cas se présente, d'aller évaluer, euh, de relever avec le client, peut-être à une prochaine session, de dire, bon, ben, te souviens-tu dans notre dernière session, écoute, j'ai cru que tu n'étais pas à l'aise avec telle chose. Est-ce que je me suis trompée? On peut aller valider aussi. Mais c'est assez rare. Moi, je veux dire, moi, j'ai plus tendance à vivre le moment présent avec le client en thérapie, ici, maintenant. Et puis, si à ce moment-là, ça se représente ou le client redit la même chose, puis là, on se rend compte qu'on a tombé dans le piège dans les dernières rencontres, bien là, on peut se reprendre, là, puis on peut aller dans la bonne direction. J'espère que ça répond aux questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Il Non, ne semble pas. Donc, non. écoutez,
C'était Je très vous remercie infiniment pour votre présence à cette masterclass. J'espère que ça vous est utile. J'espère sincèrement que, en tout cas en recevant la documentation, que ça sera un plus pour votre pratique, parce que mon objectif, c'est de vous aider à améliorer votre pratique en psychothérapie, TCC et R, hein, émotivo-rationnel. Alors, sur ce, je remercie Lucie, je remercie les participants. Je vous remercie pour vos questions et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là.